Prenez un gâteau. Rien de plus facile que d'en couper une tranche. Prenez maintenant une copropriété sur dalle, Lannou à Bagnolet. Sous la dalle, une zone d'activité sur 2 niveaux et 3 nappes de parking. Sur la dalle, 6 immeubles d'habitation et le centre social et culturel Guy Tofoletti. L'ensemble entremêlé juridiquement avec 2 niveaux de syndicats de copropriété. Comment en couper une tranche ? Grande copropriété en difficulté, Lannou souffre d'une gestion lourde et de charges très importantes liées notamment au chauffage. À la mise en place des plans de sauvegarde en 2006, le syndicat principal est endetté de 2 millions d'euros. Ce que nous avons déjà entre les mains comme financement, c'est... Dès 2002, la ville de Bagnolet a répondu à l'appel des copropriétaires et lancé un programme ambitieux de rénovation urbaine, soutenu par l'Agence nationale de renouvellement urbain et mené par la SEMPACT 93. Premier acte fort en 2007, la déconstruction du bâtiment de bureaux vacant depuis 10 ans. Depuis, plus de réalisation visible sur la dalle. C'est pourtant un vaste chantier qui a été mis en œuvre. Souterrain, complexe, inédit en France. La première scission en volume d'une copropriété sur dalle se préparait. Dès l'origine du projet, le diagnostic est posé par la SEMPACT. Le quartier a un fort potentiel. Le sauver passe par une scission du syndicat principal. La scission redonne à chaque entité son autonomie et une capacité de gestion à échelle humaine. Mais comment scinder des éléments complètement imbriqués les uns dans les autres ? Lannou pose un problème particulier, mais qui n'est pas propre à Lannou, qui est propre à pas mal d'ensembles immobiliers de ce type. C'est qu'on a conçu l'ensemble immobilier, pas seulement de manière horizontale, mais aussi de manière verticale. Donc la division du terrain proprement dite, c'est une division qui est forcément difficile à imaginer, parce qu'on ne peut pas avoir une frontière horizontale, frontière géographique horizontale qui soit parfaite. Ici, la scission, la seule scission qu'on peut envisager, c'est une scission en volume. C'est-à-dire qu'il faut absolument, si on veut séparer les différentes entités de la copropriété, il faut pouvoir les mettre chacun dans un volume. Chaque volume englobe un élément de la copropriété. Il est défini dans l'espace sans avoir nécessairement d'emprise sur le sol. Mais cette scission inédite est-elle valable juridiquement ? Effectivement, quand on lit l'article 28, il est dit qu'il doit y avoir il faut que la division de la propriété du sol soit possible. Or, si la Cour de cassation considère que des volumes faits ab initio peuvent être gérés par un ensemble immobilier, je ne vois pas personnellement pourquoi, lorsqu'il y a une copropriété à l'origine qui a été faite et qu'on fait une scission en volume, cette scission ne pourrait pas être faite puisqu'elle aboutira à ce qu'on ait une gestion classique de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi de 65. Une équipe scission est constituée en 2005 pour définir, créer, puis donner une existence légale à ces volumes. Elle est composée d'un avocat, d'un notaire et d'un géomètre. C'est-à-dire qu'actuellement, les volumes n'existent pas. C'est une copropriété d'ensemble. Ce à quoi on veut tendre maintenant, justement, c'est de les séparer et de passer par des volumes indépendants qui n'existent pas aujourd'hui. À terme, ce qui est souhaité, c'est que le bâtiment d'habitation, son volume s'arrête au niveau de la dalle, avec y compris ces structures qui descendent jusqu'aux fondations et qui traverseront les locaux d'activité. On va créer un volume pour les locaux d'activité qui auront leur gestion propre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interférence entre les habitations et les locaux d'activité. Les différents volumes resteront imbriqués les uns dans les autres, mais les limites de chaque nouvelle copropriété seront parfaitement définies. C'est-à-dire que le volume d'activité, effectivement, il va comprendre tout ce qui est ici, la circulation, et il sera traversé, donc il s'arrêtera autour du poteau. Et le volume qui va être créé pour le bâtiment d'habitation comprendra également ces poteaux qui descendent jusqu'aux fondations. Donc, possibilité parfaite de distinguer les deux. Et dans ces volumes, dans ces bâtiments dits volumes séparés, il y aura à nouveau une copropriété où chacun sera propriétaire de son lot, comme il l'était précédemment, mais pas par rapport à l'ensemble, mais par rapport à une structure, à un bâtiment.
À l'issue de la scission, il y aura donc une copropriété par bâtiment d'habitation, une copropriété pour les entrepôts et une copropriété pour les parkings. La dalle sera un espace public de la ville entièrement réaménagé. Mais séparer les différentes entités implique aussi de séparer leur réseau. C'est la scission technique, une opération complexe qui coûtera très cher alors qu'elle ne se voit pas. Différentes options pour la distribution de l'eau froide ont été débattues tout au long des années 2008 et 2009. Réaliser une scission dans une copropriété représente une longue négociation avec de nombreux acteurs. Donc j'ai bien pris en compte que désormais, on va parler en volume et que chaque volume va représenter une propriété. Chaque propriété doit être alimentée par un branchement individuel. Donc là, il va falloir développer deux idées qui ont été indiquées. La première qui serait de développer un réseau public à l'intérieur du parc de Lannou pour pouvoir remonter dans les volumes et alimenter donc chacun des immeubles. La deuxième qui serait de faire des branchements comme il en existe aujourd'hui et d'en faire autant que nécessaire en périphérie du parc de Lannou pour pouvoir alimenter après ensuite par la distribution privée chacun des bâtiments. En termes de gestion, c'est le but de la scission aussi, si on veut simplifier au maximum la gestion des entités qui vont devenir autonomes. À long terme, pour nous, la seule qui est valable, c'est celle où les compteurs d'abonnement, les compteurs généraux seraient en pied de bâtiment et où effectivement les réseaux ne seraient pas gérés après par des copropriétés qui seraient individualisées, qui devraient gérer après les réseaux qui seraient au niveau de la dalle. Donc ça veut donc dire que demain, il va falloir redimensionner le réseau intérieur pour pouvoir alimenter correctement l'ensemble de ces 17 branchements, plus toutes les bouches d'incendie. Et il faut être conscient que ce ne seront pas des travaux simples et ce ne seront pas des travaux qui seront neutres également en termes de coûts. Concernant cette scission technique, pour l'ensemble des réseaux, on en est aujourd'hui encore à dire on va bien trouver des solutions. Visiblement, pour certains fluides, ça pose moins de problèmes que pour d'autres. Mais on reste quand même dans un contexte de flou important, où en tout cas les éléments n'ont pas été apportés, où j'ai mal écouté. On ne vous a pas apporté, il faut être clair, soyons très clairs. Sur la totalité des réseaux, nous n'avons aucun problème et les solutions techniques ont été trouvées par les architectes pour individualiser les immeubles. Le problème qu'on a avec Veolia, qui est un problème simple, c'est que Veolia, aujourd'hui, si on veut, on peut faire une décision claire, c'est accepter la première proposition qui a été faite par les techniciens et par Veolia, ça veut dire de mettre effectivement des compteurs en entrée de copropriété et des réseaux privés pour alimenter les immeubles. C'est ce que propose Veolia. Ça va à l'encontre de la vous me posez, je vous réponds précisément. Et effectivement, la question qu'on s'est posée, c'est, compte tenu qu'on vous connaît bien et qu'on continue à défendre ce que vous souhaitez, on a dit non, ça ne nous convient pas, on souhaite que les immeubles soient alimentés en pied d'immeuble. Mais Veolia dit, et ils viennent de vous le dire, réseau public, oui, mais aux normes, et grosso modo, c'est à votre charge. Donc, je pense qu'on va être sur un coût tellement exorbitant qui peut mettre en cause l'édifice même du traitement de la totalité de la dalle. C'est bien ça le souci. Moi, je ne sais pas ce que vous avez prévu avec Veolia. Mais, on attend leurs chiffres. Parce qu'ils ont deux aliments. Ils ont un réseau qui est là, ils ont un réseau qui est là. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait une boucle. Hein. Ça, ils ne vous l'ont pas dit. Si. Pour faire un réseau public, pour considérer que la dalle n'est plus un espace privé mais public, il faut relier l'un à l'autre. On considère qu'il y a une entrée, il y a une sortie. Et vous ne pouvez pas seulement mettre un tuyau, vous êtes obligé de faire un circuit à double sens, comme ça et comme ça. Et effectivement, c'est cette boucle qui est très problématique à mettre en œuvre. Vis-à-vis de Veolia, et dont le coût est assez exorbitant. Et la solution on va pas totalement, qui consisterait à dire on installe en limite de propriété dans le local existant les compteurs de chaque bâtiment et que de ce local-là, on tire une conduite vers chaque bâtiment indépendamment, une conduite neuve qui sera garantie pendant 50 ans en fonte et dont on pourra surveiller le débit en mettant bien sûr
ici le compteur de relevé, et au pied de chaque immeuble, un autre compteur qui permettra de faire un delta et de voir, ne serait-ce que chaque semaine, il suffit d'aller relever les deux et de voir qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de piratage. Exactement. Ça me paraît être une solution qui a beaucoup d'avantages. On n'y serait pas. On n'existe pas. C'est-à-dire la SEM n'existe pas. On n'a pas de plan de sauvegarde, et vous avez une entité comme aujourd'hui qui a 2 millions d'euros de dette, et effectivement, il y a quelqu'un qui dit, il y a des risques, machin, il faut tripler le diamètre du réseau d'eau. Vous auriez fait comment? De la même façon. Celui qui émet cette demande, on lui indique, donnez-nous le renforcement qui était nécessaire, et on vous indiquait le linéaire, le diamètre, le tracé de cette nouvelle conduite et qui serait établi. Et les coûts. Et qui paye? Et les coûts, bien sûr. Le demandeur. Et s'il ne pouvait pas payer, parce que là, je suis désolé, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question à l'inverse. Aujourd'hui, ça a été construit il y a 40 ans, vous avez fait un réseau, vous avez un réseau d'eau, vous l'alimentez à un eau. Nous, on arrive, on essaye de désendetter cette copropriété. Ils ont 2 millions de trous, ces gens. Ils n'auraient jamais pu payer votre tuyau. Et nous, on arrive, paf, faut qu'on paye le tuyau machin, le tuyau bidule. On ne peut pas. À la fin, on va être obligé de dire aux copropriétaires, écoutez les gars, on ne fait pas la dalle, puisqu'on a refait le réseau. Et ça ne va pas spécialement les contenter. Il y a besoin de rénovation urbaine, quoi. Donc, c'est pour ça que j'essaye et que j'ai pris la première option. Mais en me disant, de toute façon, je suis sûr que celle-là, peu m'importe les chiffres, elle me coûtera quand même moins cher. Là, on est scotché. Et vous n'avez aucun système d'ouverture. Pour des raisons de coût, un réseau privé a été choisi pour la distribution de l'eau froide. Pour les autres réseaux, une solution technique a été trouvée, individualisant chaque nouvelle copropriété. Alors reste bien entendu à mener le projet à terme. Aujourd'hui, les documents juridiques sont préparés. Ces documents juridiques consistent essentiellement dans la réalisation d'un règlement de copropriété pour chacun des immeubles. Deuxième document juridique important, c'est ce qu'on appelle l'acte de partage, car une scission consiste à partager des parties communes. Alors, qui va prononcer la scission? Eh bien, l'administrateur provisoire va faire un rapport au président qui l'a désigné. Une fois ce rapport rédigé, il est présenté à l'ensemble des copropriétaires qui donnent leur avis et l'administrateur provisoire va mentionner cet avis dans son rapport qu'il dépose donc au magistrat. Ensuite, le président du tribunal va prononcer la scission judiciaire de la copropriété. C'est une décision, vous l'avez compris, qui va être même une avancée de la jurisprudence, car je crois savoir que jamais encore en France on a fait une division en volume. Jamais. Donc, pour que un de nos magistrats puisse prendre une telle décision, il faudra que la démonstration de la nécessité de cette division en volume apparaisse très clairement. Et mon rapport seul n'y suffira pas. Je me permets donc de tourner, bien sûr, à tous les représentants des conseils syndicaux secondaires. Il faut faire comprendre donc à l'ensemble de la population de cette copropriété qu'effectivement, cette division en volume est la chance ultime de revenir à des niveaux plus humains, où chacun se sentira plus responsable du paiement de ses charges à bonne date, pour que fonctionnent normalement des immeubles de taille plus réduite. Et que sans cela, la situation financière, qui reste difficile, n'aura aucune chance de permettre à nouveau retour d'une vie normale dans cette trop grande copropriété. On est tous convaincus. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être venus jusqu'ici. Vous avez été invités ce soir, premièrement, à une réunion d'information qui, conformément à la loi, prévoit que vous soient exposées officiellement les modalités de la scission de votre copropriété, qui va avoir un effet de disparition des syndicats. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on utilise la technique juridique tout à fait éprouvée de la dissolution, liquidation amiable. La dissolution, eh bien, elle découle de la décision du juge, qui a pour effet de dissoudre tous les syndicats en place, mais ensuite, ils sont déclarés en liquidation amiable.
Donc les liquidateurs amiables qui seront désignés devront donc recouvrer les actifs et apurer ainsi les dettes des syndicats. Monsieur. À combien se monte le manque d'actifs? Le manque d'actifs, vous en parlez, c'est combien? Alors, là, je réponds à la question de monsieur, c'est 1 780 410 €, la suffisance d'actifs. Je pense que le travail principal, à la fin du liquidateur amiable du syndicat principal, ça sera d'essayer de négocier avec les créanciers pour essayer de leur dire, bon, soyez magnanimes, sinon ça vous prendra des années, il faudra poursuivre les copropriétaires les uns après les autres, accepter un solde de tout compte, grâce au cash qu'on aura récupéré de la vente de Tofoleti, 500 000 €, et des dommages d'intérêt récupérés sur le procès Gestream. Ça sera une masse de cash qui représentera environ 900 000 €, j'espère 1 million en plus, et avec ça, il faudra négocier avec les créanciers des abandons de créances. Dans le projet qui nous est présenté, il s'agit de la vente de Tofoleti et d'un local d'activité. Et j'ai toujours cru que le prix annoncé autour de 300 à 400 000 € concernait que Tofoleti. Or là, visiblement, pour le prix de Tofoleti et du montant qui a été évoqué, on a doublé la surface, ou à peu près. Donc le prix a été divisé par 2 au mètre carré. Donc je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Ai-je mal compris depuis 4 ans ou y a-t-il eu des arrangements? Je crois qu'il faut qu'on soit entre nous clairs. On a acheté Tofoleti pour 500 000 € par rapport à une dette sur le syndicat principal, sur une somme qu'on avait fixée très longtemps ensemble, peu importe le volume de mètres carrés. Alors moi j'entends bien, on a des dettes et tout. Il faut quand même savoir que la ville met 11 millions d'euros, plus l'ANRU, plus la région, on va injecter près de 22 millions d'euros sur votre copropriété. Donc à un moment, faut être raisonnable, quoi. Vous n'allez pas demander à des gens qui engagent autant de millions sur votre copropriété et après leur dire, attendez, vous rachetez Tofoleti et pourquoi vous n'avez pas désendetté? On aurait pu l'acheter 1,7 million, c'est vrai, vous avez raison, pourquoi pas 1,7 million. Je vous rappelle qu'on s'est engagé supplémentairement, et d'ailleurs on a dit par écrit, pour pouvoir payer entre guillemets les honoraires qui seront liés à la scission. On s'est engagé complémentairement à payer les travaux pour partie de sécurisation du parking, parce que sinon c'est vous qui les payez. Et je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, ce que nous on engage, ça serait par copropriétaire à peu près 30 000 € que vous devriez engager. C'est des millions d'euros qu'on met sur votre copro. Et allez demander aux copropriétaires d'à côté, puisqu'il y en a d'autres à Bagnolet, allez les voir et allez leur demander si effectivement la ville, elle est en train de faire leur espace, elle va faire leur espace vert, elle va reprendre... Non, vous avez une chance extraordinaire. Alors, je sais qu'on n'est pas tout le temps d'accord, mais on a une chance extraordinaire. Donc vous avez ce soir, entre vos mains, l'avenir de votre quartier. Donc encore une fois, les opposants, vous vous levez, vous allez exprimer votre opposition sur la feuille de présence. Ceux qui soutiennent, je vous remercie de rester à vos places. Ayant vu pratiquement personne se lever, je dois en déduire donc que nous avons une immense soutien. Bien. Le 1er décembre 2009, le juge du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la scission de la copropriété de Lannou. La rénovation urbaine de la dalle peut se poursuivre et Lannou à Bagnolet devenir un quartier composé de copropriétés distinctes et bien gérées. Un quartier rénové dans la ville du XXIe siècle.